Alors, si on se risque à essayer de faire une définition assez simple de ce qu'est la data science, eh bien, la phrase la plus courte qu'on pourrait donner, c'est que c'est la science qui vise l'étude des données. Ça peut paraître un petit peu bête comme phrase, mais au même titre que la biologie, c'est l'étude de la biodiversité, que la science physique, c'est l'étude de la physique, eh bien, la data science, la science des données, c'est justement l'objectif étant d'analyser et de comprendre des données. Et si on devait transcrire ça à quelque chose d'encore plus simple, c'est tout simplement quelqu'un qui va se poser une question. Donc ça peut être un État, ça peut être une société, ça peut être une association qui se pose une question, qui a une problématique et qui a besoin de la résoudre. Et pour résoudre ce problème-là, on va se baser sur des données. Donc on verra tous les types de données par la suite, mais voilà, un certain nombre de données qu'on aurait pu récolter auparavant. Et on va analyser et essayer de comprendre ces données via des méthodes. Donc c'est là où la valeur ajoutée du data scientist va arriver. C'est justement sur l'expertise de ces méthodes-là qui peuvent être de la statistique, de la visualisation ou de la programmation. Retenez bien ces trois socles-là, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir. Donc, une question qu'on peut se poser, une question problématique hypothèse, on va utiliser pour répondre à cet ensemble de champs des données, donc ça peut être des images, des textes, des bases de données, des discussions, des vidéos, etc., etc. Et pour pouvoir analyser et tirer de la valeur de ces données, on va utiliser des méthodes, donc de la statistique, de la visualisation, de la programmation, et j'en passe. Si je devais vous donner des exemples un peu concrets de ce cheminement-là, pour que vous puissiez déjà dès maintenant vous représenter les choses, eh bien, je vais essayer de vous donner quelques exemples réels et concrets de cette démarche-là. Le premier, il est très intéressant, ça touche à la santé, c'est à une problématique qui a été soulevée par l'université de Stanford. Il faut savoir que quand vous êtes diabétique, il est possible que vous ayez ce qu'on appelle une cécité visuelle, c'est-à-dire une perte tout simplement de la vue. C'est lié, c'est une des conséquences du diabète. Et donc, la détection en amont de cette pathologie permet d'éviter que la personne devienne aveugle. Le problème par rapport à cette détection-là, c'est que souvent elle est faite trop tard, c'est-à-dire qu'on se rend compte trop tard de ce problème et donc on n'a pas pu anticiper ce problème-là. Il faut savoir que si on détecte assez en amont, on peut résoudre le problème dans 90% des cas. C'est ce que donne l'étude. L'autre problème, c'est que c'est une analyse assez coûteuse. En France, on a moins ce problème-là parce qu'effectivement, on a un système de santé qui est performant. Mais voilà, dans d'autres pays, ça peut un petit peu rebuter de faire ce test. Et finalement, le dernier élément, c'est que c'est une détection qui est assez complexe. On a besoin d'experts pour ça et donc avoir un niveau de santé assez élevé dans l'endroit où on le fait. Ce qui fait que toutes ces problématiques engendrent une mauvaise détection et donc une mauvaise prise en charge de cette pathologie pour les diabétiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait l'université de Stanford? Donc déjà là, en fait, on a la problématique qui est d'essayer de détecter plus vite que ce qu'on ne fait maintenant la dégradation de la vue chez les diabétiques qui touche à peu près 100 millions de personnes dans le monde chaque année. Et donc pour résoudre ce problème-là, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont récupéré des milliers d'images de rétine. Donc c'est bon, c'est pas très ragoûtant, mais c'est ce que vous voyez sur la gauche avec une rétine normale, une rétine où c'est trop tard. Vous voyez là les petites taches, et finalement les rétines où on en est à un stade entre les deux. Là, voilà, c'est un des premiers stades. Et donc l'idée, ça va être effectivement de pouvoir détecter ce stade entre les deux. Et donc pour ça, donc ils ont récupéré toutes ces images. Donc ça, c'est notre donnée, c'est la partie data. Et ensuite, ils ont utilisé un algorithme. Donc on y reviendra, mais c'est un algorithme de deep learning pour détecter automatiquement les lésions précoces. C'est-à-dire qu'on va donner l'image à la machine, pour faire très simple, et la machine va détecter automatiquement, en la comparant par rapport aux milliers et aux centaines de milliers d'autres images qu'on a, si la personne est dans un certain stade de cécité visuelle du fait de son diabète. Et le résultat de cet algorithme, c'est que dans 95% des cas, eh bien, la cécité visuelle est détectée si on la pousse évidemment dans l'algorithme en amont. Donc voilà comment, à partir d'une problématique, on extrait des données et on obtient un résultat via des méthodes. Donc là, en l'occurrence, un algorithme de deep learning. Un autre exemple, là qui touche plus à la sécurité, c'est un cas qu'a eu PayPal, mais
qui concerne toutes les banques et tous les systèmes de transactions en ligne, qui est la fraude, c'est-à-dire les transactions frauduleuses qu'il faut essayer de limiter un maximum. Traditionnellement, c'était des règles très simples en fait qui détectaient si c'était une transaction. On regardait le pays d'origine de la transaction, on regardait à quelle heure ça a été fait, le montant, etc., etc. Sauf que le nombre de transactions dans le monde a explosé ces dernières années, donc c'est de plus en plus difficile de suivre ce flux de transactions. L'autre problème auquel s'est confronté PayPal et d'autres, c'est que les fraudes sont de plus en plus sophistiquées, c'est-à-dire que les simples règles qu'on mettait en place pour détecter les fraudes, eh bien, elles ne sont plus assez robustes pour pouvoir faire face à ces nouvelles méthodes. Et finalement, l'autre problème qu'on a, c'est que ça peut avoir aussi un impact trop négatif si on est trop restrictif sur la détection des fraudes. C'est-à-dire que si vous, vous souhaitez faire tout simplement un virement ou un paiement à une tierce personne et qu'on vous bloque trop souvent votre transaction parce que on la considère comme frauduleuse, eh bien ça peut voilà, générer une déception dans le service qu'on vous offre et donc ne plus vouloir utiliser le service. Donc gros impact quand même pour la société si la détection est trop restrictive. Par rapport à ça, on va suivre un peu le même schéma. Donc leur problématique, c'est comment limiter les transactions frauduleuses. Pour ça, ils ont mis en place un système qui analyse à chaque fois qu'il y a une transaction, donc avant de la valider, ils récupèrent le profil du client, le profil du commerçant et le détail de la transaction. À partir de ces données, ils vont les comparer aux millions de transactions qui ont déjà été enregistrées. Et l'idée, ça va être de voir si la transaction ressemble plus à des transactions qui ont été légitimes ou à des transactions qui, in fine, ont été considérées comme étant des transactions frauduleuses. Et donc, en faisant cette comparaison, donc c'est un petit peu le même système que l'université de Stanford, c'est-à-dire on a des données, on va les comparer, et si les critères, si la transaction est très proche de celles qui sont considérées comme frauduleuses, eh bien on va aller la bloquer, et tout ce process-là, évidemment, doit se faire en quelques millisecondes. Il faut que ça soit totalement transparent pour les utilisateurs. Et donc, avec ce système-là, ils ont pu largement fiabiliser les transactions, et donc c'est quelque chose que vous, sans vous rendre compte, vous vivez déjà au quotidien. Hop. Le dernier cas que je voulais vous montrer, c'est une problématique donc là qui n'est plus de la santé ou de la sécurité. Là, c'est un autre cas et qui est voilà, pour moi plus massivement utilisé, c'est effectivement tout ce qui va tourner autour d'enjeux business, d'enjeux commerciaux. Et pour ça, on va avoir un use case très intéressant qui a été publié autour de la société Wargaming, que vous connaissez peut-être plutôt sous leur licence World of Tanks et World of Warship, donc qui sont des jeux en ligne qui sont à la base des jeux, ce qu'on appelle des jeux freemium, c'est-à-dire des jeux gratuits. Mais si vous souhaitez progresser plus vite dans le jeu, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des microtransactions, c'est-à-dire acheter un pack d'armes, un pack d'argent pour aller avancer plus vite dans le jeu. Il faut savoir que le modèle économique de ces jeux-là, hein, donc les World of Tanks, les Candy Crush, les Angry Birds, etc. Alors, excusez-moi, je suis un peu old school, mais Angry Birds, oui, effectivement, fonctionne aussi sur ce système-là. C'est que on va laisser une grande majorité de joueurs en fait ne jamais verser d'argent au jeu. C'est le chiffre que je vous donne ici. Donc 80% des joueurs jouent gratuitement au jeu. Ça veut dire que la société ne vit que sur 20% des joueurs. Le problème, c'est que Wargaming, c'est 150 millions de joueurs qui vont jouer donc assez régulièrement, et donc derrière, il y a besoin d'une très grosse infrastructure technique, des serveurs, des logiciels, pour pouvoir offrir une bonne expérience de jeu malgré la charge que représentent tous ces joueurs, et donc ça coûte beaucoup d'argent. Et donc il faut essayer de rentabiliser au maximum les joueurs qui font des microtransactions. Et le dernier élément, c'est que on doit faire attention à la communication et à la publicité qu'on fait tourner dans ces jeux-là, tout simplement parce que, enfin, je vous apprends rien, on est submergé par les publicités, par les pushs à l'achat, et donc plutôt que de faire un raz-de-marée de promotion et de communication pour essayer au maximum de faire réaliser des microtransactions aux joueurs, eh bien ça va être d'essayer de limiter un petit peu ce flux en faisant de la publicité très ciblée. Et donc, en ayant cette volonté, l'objectif, la problématique de Wargaming, c'était d'augmenter le nombre de joueurs réalisant des microtransactions, c'est-à-dire les 20%, essayer de les faire augmenter pour assurer la rentabilité de cette société. Donc ce qu'ils ont fait pour ça, c'est très intéressant et c'est totalement transparent, et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que tout ça est fait en temps réel. C'est
en fait, d'analyser la manière dont vous jouez, la manière dont vous allez upgrader votre tank ou votre bateau dans le jeu. Et ça, en fait, votre comportement va être encore une fois comparé au comportement des autres joueurs. Ça, en fait, on le fait en temps réel, on vous suit au fur et à mesure de vos actions et essayer de comprendre, en comparant par rapport aux autres, quel est votre objectif. Est-ce que c'est d'obtenir le meilleur tank? Est-ce que c'est juste être un joueur occasionnel et ne pas forcément vouloir avancer trop vite, trop vite dans le jeu? Est-ce que c'est faire de la coopération, etc., etc. Donc essayez de détecter quel est le type de joueur que vous êtes et quel est au final votre prochain objectif dans le jeu. Une fois qu'on a compris ce que vous cherchez à faire, on va vous faire une recommandation personnalisée, c'est-à-dire qu'on va aller eh bien, vous poussez une communication qui rentre pile poil dans la complétion de cet objectif. Donc ça va être de vous pousser une promotion sur, par exemple, si vous cherchez à avoir le dernier tank, c'est d'essayer de vous donner la petite passerelle qui va vous permettre d'y accéder plus rapidement. Et donc en faisant cette publicité qui est beaucoup plus ciblée, donc beaucoup plus pertinente pour le joueur, poussée à un meilleur moment, eh bien ils ont constaté qu'ils gagnaient entre 5 et 10% de conversion sur les recommandations personnalisées versus les recommandations génériques. Ce gain, ce qu'on entend, c'est que pour 100 joueurs exposés, il y en avait peut-être voilà, 5 ou 6 qui réalisaient une transaction, et bien là, ils en ont gagné un supplémentaire, un joueur supplémentaire qui va du coup être touché par cette publicité et donc convertir. Et c'est là où on voit effectivement tout l'intérêt business que peut avoir la data science, c'est justement l'étude de cette grande volume de données qui va permettre de faire de la publicité plus pertinente et plus ciblée. Donc voilà, j'espère que déjà ça commence à vous parler. En fait, c'est à chaque fois c'est quelques étapes, c'est 3 étapes avec le résultat. Donc la problématique, les données et le process pour répondre à cette problématique-là. Et donc ça va se répéter un petit peu partout. Alors évidemment, ça c'est des exemples très complets. On n'est pas toujours à ce degré d'avancement. Ça c'est vraiment la vitrine. Et généralement ça démarre d'une manière un peu plus basique. Et donc pour comprendre ça, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux de questions. Donc ça, c'est le premier élément dont je vous parle et pour plusieurs types d'objectifs. Donc là, j'ai essayé de vous relister quelques exemples. On va avoir des objectifs d'ordre public, c'est-à-dire là pour la santé publique, pour améliorer la vie de ces citoyens au sein d'un pays. Et ça, c'est typiquement le cas de Stanford University, où eux, ils ont essayé donc de détecter d'une meilleure manière les signes précoces de cécité visuelle chez les diabétiques. Évidemment, c'est pas là d'un claquement de doigts, ils se sont dit: «On va analyser des photos de rétine, pour, détecter automatiquement, cette cécité-là». C'est déjà se poser des questions très simples et ça, c'est déjà de la data science, c'est est-ce que les diabétiques, sont bien gérés en France? C'est-à-dire est-ce qu'on a une bonne détection, dans nos hôpitaux français versus nos, voisins européens? Et pour ça, pour répondre à cette question, eh bah, il faut déjà analyser des données, en fait. Il faut déjà regarder, bah, quel est le taux, de diagnostic, combien on a de mauvaises prises en charge par rapport à nos voisins et donc ça, on va passer par l'exploitation de données, donc que ça peut passer effectivement, qui peut passer via des données qui sont recueillies via la sécurité sociale, par exemple. Donc déjà, ça, c'est de la data science. C'est juste, est-ce que la problématique existe? Est-ce que vous pouvez déjà me dire où on se situe? Il y a également, donc ce que je vous disais, des objectifs également de sécurité, où là, c'est limiter les risques et fraudes sur un système, et ça peut être aussi pour un État d'essayer de limiter les intrusions sur un système militaire, par exemple, qui peut remettre en cause la sécurité d'un pays et évidemment d'une société pour éviter de se faire capter ces données personnelles. Je pense que vous avez peut-être le souvenir d'un site de rencontre extra-conjugale, je me souviens plus du nom, mais qui avait été piraté il y a quelques années et dont les données personnelles de ses utilisateurs avaient été mis en pâture sur Internet, donc de très grosses conséquences si quelqu'un arrive à venir dans un système non autorisé. Et donc là, on va passer aussi à un autre type de question. Donc là, on était à est-ce que, maintenant on est à pourquoi. Maintenant qu'on a détecté qu'il y a un problème, on va essayer de comprendre d'où vient ce problème, quelle est l'origine. Et donc dans ce cas d'objectif de sécurité, ça va être pourquoi certaines fraudes arrivent-elles à passer entre les mailles du filet? Quelles sont les caractéristiques de ces fraudes et comment font-elles alors j'empiète un peu sur la question suivante, mais comment font-elles pour passer entre les mailles du filet? Et le dernier objectif, ça va être tout ce qui va être objectif business. Et là, ça va être par exemple d'augmenter le chiffre d'affaires d'un service ou d'un produit. Donc là, c'est beaucoup plus basique. C'est le domaine, en tout cas moi, que je connais le mieux, c'est effectivement d'essayer d'optimiser des transactions, d'optimiser
la volonté d'acheter ou d'augmenter le panier par exemple sur un site e-commerce. Et donc ça, on va arriver à la phase comment, c'est-à-dire comment on va, maintenant qu'on a compris le SEQ et le pourquoi, c'est comment on va essayer de transformer ça pour essayer d'améliorer la situation. Et donc dans le cas de Wargaming, c'était pourrait-on personnaliser nos communications pour être en phase avec les objectifs des joueurs. Donc il y a déjà eu, comme je le disais, le SEQ, le pourquoi, et maintenant on en est au comment. Donc il y a une certaine résolution du problème via plusieurs étapes. Et donc essayer de retenir bien ce cheminement-là. On n'a pas forcément la dernière problématique d'entrée de jeu, il y a une réflexion qui doit être faite en amont, et c'est ce que je vais essayer aussi de vous retranscrire dans mes différents exemples que je donnerai par la suite. Je vous ai mis ici 3 types d'objectifs. Il peut y avoir aussi des objectifs écologiques, il peut y avoir des objectifs voilà, d'autres natures. Là j'en ai listé 3, mais il y en a encore plein d'autres qui peuvent toucher tous les domaines. Des sources de données multiples, donc ça c'est notre deuxième socle, et effectivement des données, alors avant ce qu'on pouvait dire c'est qu'on avait un manque de données pour répondre à des problématiques, maintenant c'est qu'on est submergé de données, et c'est ce qu'on appelle le big data, je vais y revenir dans une session spécifique, mais effectivement maintenant une société, si là c'est plutôt un graphe pour les sociétés, est submergée par les sources de données et la quantité de données. On va avoir par exemple ce qu'on appelle le CRM qui va contenir toutes les informations des clients d'une société avec les dernières ventes, le chiffre d'affaires réalisé par client, la satisfaction, etc., etc. Tout ce que peut générer aussi une société en interne, donc tout ce qui va être bureautique, ça va être les emails envoyés, les PDF, les PowerPoint. Donc là, on touche à des données qui sont vraiment de différents types. Ça peut être des images, des formats PDF ou des emails. Les réseaux sociaux, donc évidemment des échanges qui peuvent être faits entre la société et les réseaux sociaux, ou uniquement sur les réseaux sociaux, donc ça peut être des interactions, des photos, des commentaires, etc., etc. Ensuite, tout le domaine des outils analytics, donc là ça va plutôt se porter sur le digital, où on va avoir tout le comportement, tout votre comportement sur les applications, sur les sites internet des sociétés. Donc on va essayer d'analyser ça aussi. Toutes les activités techniques, donc là ça va être les pings sur les serveurs, les logs des différentes machines si on est dans l'industrie, donc ça génère également énormément de données. Les outils marketing, donc ça peut être des centrales d'appel, donc quand vous faites appeler pour votre forfait de téléphone, eh bien tout ça est monitoré, c'est enregistré, donc on va pouvoir aussi exploiter ces informations-là pour comprendre quelque chose. Les outils web marketing, donc là vraiment côté automatisation dans le digital, avec les publicités que vous allez avoir sur des encarts publicitaires sur des sites, des liens sponsorisés que vous pouvez avoir par exemple sur Google, ou encore tout ce qui est email marketing, donc ça je vous apprends rien, je pense que vous êtes déjà submergé par tous les emails de promotion que vous pouvez recevoir. Et finalement, alors finalement, il y en a encore plein d'autres, hein, là c'est vraiment, je vous donne une vue d'ensemble, ça va être tout ce qui est point de vente avec donc des magasins tout simplement, ou des entrepôts avec la gestion du stock, donc tout ça gère énormément de données, et par exemple aussi des enquêtes de satisfaction qui peuvent être réalisées dans les magasins. Donc comme vous voyez, des données de très différentes sources et de très différents types aussi, c'est ce qu'on appelle la diversité de la donnée. Et donc ça, il va falloir pouvoir les exploiter de manière optimisée. Et finalement, le dernier maillon de la chaîne, et c'est là où un data scientist va rentrer en ligne de compte, c'est de pouvoir exploiter toutes ces données au service de la résolution de la problématique. Et généralement, on simplifie ça sur 3 grands domaines de compétences. On va y revenir un peu plus en détail à la fin de ce cours, mais ça va être d'être capable de comprendre les données, donc de pouvoir les visualiser correctement, de pouvoir les décrire, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe, et de pouvoir communiquer autour de ça, donc avoir une bonne capacité à représenter l'information pour quelqu'un qui est novice dans ce domaine-là. On va avoir aussi tout le champ des mathématiques, et oui, donc il y aura forcément un petit peu de mathématiques à comprendre, mais ça s'apprend très bien. Donc évidemment des notions de statistiques, des notions de probabilité, des notions du traitement de l'image. Il y a beaucoup de gestion et de retraitement d'images qu'on peut avoir en data science. C'était typiquement l'exemple que je vous donnais avec l'université de Stanford, et voilà, d'autres domaines des mathématiques. Et finalement, tout ce qui va être le domaine informatique, donc avec les bases de données, les graphes, pardon, la programmation, Hadoop, Spark, donc des systèmes de gestion big data. Donc ça, c'est de la partie vraiment code qu'il va falloir du coup assimiler pour pouvoir mettre en œuvre la compréhension des données et les mathématiques.
À chaque juxtaposition de deux domaines, vous allez avoir voilà, un domaine intermédiaire, donc ça va être la manipulation de données, l'analyse exploratoire de données et la modélisation et le machine learning. Et en fait, ça, c'est ces trois éléments-là qui structurent le travail d'un data scientist, et donc c'est ce que vous retrouvez au milieu. Donc là, ça, c'est schématiquement les méthodes que vous allez devoir assimiler pour comprendre le travail de data science. Donc là, on a vu bien en détail ces trois socles-là. Et j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous et que vous serez capable donc de bien l'expliquer par exemple à une tiers personne.